Mesdames et messieurs, bienvenue sur TPT+. Ensemble, partageons l'information à la une. Encouragés par nos parents à s'habiller comme ils veulent, on le découvrira dans ce journal. Les manifestations anti-gouvernementales du 7 juillet en Tanzanie ont été réprimées par les policiers dans la capitale Dar es Salaam. Les évacuations médicales de blessés de guerre au Soudan du Sud ont augmenté de 50% au cours du premier semestre 2026. Voilà l'essentiel des titres, à présent le journal. Merci de choisir TPT+, pour vous informer. Ouvrons ce journal. Débuté le 30 juin dernier, les travaux de la première session extraordinaire du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire ont pris fin le mardi 7 juillet 2026 dans la salle de mariage de la mairie centrale sous l'égide d'Evelyne Tchitiel, présidente du dit conseil et maire de la ville Océane. Elios Boabé et PJ Goma étaient sur place. Voici leur reportage. Durant 8 jours, les distingués conseillers départementaux et municipaux se sont penchés sur l'examen des 11 affaires inscrites pour cette première session extraordinaire dite administrative dont la clôture a eu lieu ce mardi 7 juillet 2026. Les résolutions et recommandations sanctionnant les travaux de cet hémicycle local sont condensées dans ce communiqué final. Une synthèse faite par monsieur le premier secrétaire du bureau du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, monsieur Hugues Anissé Makayabalo. Affaire numéro 1. Comme exige la loi, et sous la présidence du doyen d'âge, le distingué conseiller Jean-Bernard Ikonga. Les élus locaux l'ont adopté à l'unanimité sans amendement. Le compte administratif exercice 2025 qui se présente ainsi qu'il suit. Pour le budget définitif, recettes réalisées, 8 milliards 462 246 832 francs CFA. Dépenses effectuées, 8 milliards 448 251 116 francs CFA. Différence, 13 995 716 francs CFA. Affaire numéro 2, compte de gestion, exercice 2025. L'examen de l'affaire numéro 2 a permis aux conseillers départementaux et municipaux d'adopter à l'unanimité sans amendement le compte de gestion 2025 et la délibération qui s'y rapportait. Il se présente ainsi qu'il suit. Recettes réalisées, 8 milliards 462 246 832 francs CFA. Dépenses effectuées, 8 milliards 448 251 116 francs CFA. Différence, 13 milliards 995 716 francs CFA. Affaire numéro 3. Projet de délibération de règlement du budget, exercice 2025. Le projet de délibération de règlement portant adoption des résultats du budget du conseil départemental et municipal, exercice 2025, a été adopté à l'unanimité sans amendement. Il se présente ainsi qu'il suit. Recettes réalisées, 8 milliards 462 246 832 francs CFA. Dépenses effectuées, 8 milliards 448 251 116 francs CFA. Différence, 13 995 716 francs CFA. La réussite appartient à tout le monde. C'est au travail d'équipe qu'on revient le mérite. Cette assertion résume bien la satisfaction de la présidente du dit conseil, maire de la ville de Pointe-Noire, Madame Evelyne Tchitiel, qui n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont participé et contribué à la réussite de cette session. C'est avec un réel sentiment d'accomplissement que nous arrivons aujourd'hui au terme de la première session extraordinaire de notre assemblée locale. Durant ces 8 jours de travaux, nous avions eu l'occasion d'analyser en profondeur les rouages de notre administration. Nos échanges ont été riches et constructifs. Nous avions pu évaluer nos indicateurs de gestion, identifier nos forces et surtout mettre en lumière nos défis qu'il nous reste à relever. Je tiens ici à saluer la qualité de vos interventions qui ont meublé nos assises
ainsi que la pertinence de vos différentes contributions, ayant permis l'adoption des conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Débuté le 30 juin dernier, les travaux de la première session extraordinaire, dite administrative, se sont achevés ce 7 juillet 2026 dans un climat empreint de sérénité et de franche collaboration, selon les termes officiels. Mais une question se pose. Les adolescents sont-ils aujourd'hui influencés ou encouragés à adopter des styles vestimentaires trop adultes? Entre liberté, réseaux sociaux et responsabilité parentale, où se trouve la limite? Élément de réponse avec Elmish Mouné. L'adolescence est une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. C'est une étape marquée par un important changement physique, hormonal, physiologique et social. Au Congo, la manière de s'habiller de certains adolescents suscite de nombreuses réactions. Pour certains, la mode actuelle est devenue trop sexy, trop provocante, au point où elle ne correspond plus aux valeurs culturelles de notre société. Aujourd'hui, je définirais la mode avec les adolescents très sexy, très, bon, je vais même dire dévergondés, hein, très exagérés, très vulgaires, bref. Ouais. Bon, je trouve que cette mode-là, elle n'aide pas la jeunesse, elle montre en fait la fragilité de la jeunesse congolaise. En fait. Elle montre vraiment que la jeunesse congolaise n'a vraiment pas grand-chose à donner, elle ne nous met pas en valeur. Elle montre que les enfants n'ont vraiment pas beaucoup à donner en ce moment. Vraiment, leur monde montre que leur niveau intellectuel n'est pas ça et ça leur valorise pas en fait. D'autres estiment que ce sont les réseaux sociaux et la télévision qui façonnent et détournent les comportements des jeunes qui recherchent à imiter et reproduire les styles venus d'ailleurs. Mais on ne sait pas si parfois il y a quelle télé, na TikTok ou na téléphone vraiment il y a qui poussé que na kusal ba mambina. Autrement na bet ba mam bet ke éduquer ba ban. Ngeke na tal moine ngeke loi ki ma kufinga tal moine ngeke tambul ki pene mais que cela tim pasi. Mais bet ke zonza ba ban ke wa bet vi. Ngeke tal moine même na zin ngena kwenda na zin ngeke tal moine vraiment nu ki pene. Mais ngeme telem kastu ngeke ningiska yitu. Yiki kwani makiai. Qu'est-ce qu'ils ont ça ba mam na ba papa qu'ils ont ça maman mais ba ban me kumani ba télé ba TikTok ba iki donc ba na landa la mode ya ba aussi. Mais à qui revient la responsabilité? Aux parents qui laissent leurs enfants s'habiller ainsi, aux adolescents eux-mêmes qui revendiquent leur liberté de s'exprimer à travers leur style vestimentaire. L'habillement wana vraiment déjà de ma part ndenge zo tambola et ça surtout ba manque ya ba responsabilité ya ba parents surtout. Ba parents misusu omona aotika mwana aolata na ndenge ya lingi mwana aolata ba bilo mo ba demi nu omona papa moko alaki na idée na yete na ba façon ba bana ngo pe ba biliali ya otolia mabe na ba korango mwana ndenge aotika la moi papa mo ala na nzela moi idée ya laite komona mwana bonga komna makanisa mabe oyo ko papa wana bimaka na bana mike or ki pe faute pe ba papa te ya ba bana na biso ba leki na biso ba ser na biso belateli mabe abiema mo bizarre ni yango yo sa mabe. Surtout les vraiment surtout pour n'angana le baron mingeza ba parents ni ba parents tout ça parfois incapable à encadrer bana ya laksa bana façon à habiller surtout pour n'anga quoi. Les parents ont un rôle essentiel à jouer dans l'éducation et l'accompagnement de leurs adolescents, y compris dans leur choix vestimentaire. Il est important de dialoguer avec eux, de leur transmettre les valeurs et de les sensibiliser aux réalités de la société, mais surtout au risque de s'exposer facilement aux yeux et aux désirs des pédophiles ou prédateurs sexuels. Le préfet du département de la Sangha, Edouard Denis Okuya, notamment dans les hameaux dénommés à les États-Unis et les villages Mégobé et Bamgod, situés dans les sites d'exploitation minière, afin de toucher du doigt les réalités d'exploitation d'or et les menaces d'ordre économique, sécuritaire, environnemental, sanitaire et social. Les précisions avec Blaise Ebika.
Des grandes étendues de sol et de forêts dévastées par des exploitants d'or chinois insensibles travaillant avec des puissantes machines d'extraction d'or nuit et jour, sans répit et au mépris des lois sur les mines, sur la protection de l'environnement et des interpellations des autorités locales et des cahiers de charges des communautés villageoises. Un crime environnemental au vu et au su des pouvoirs publics, où tous les cours d'eau sont pollués. Le préfet du département de la Songa, Edouard Denis Okuya, a fait le triste constat. La réalité sur le terrain, il y a un litige entre les orpailleurs congolais et la société chinoise qui exploite l'or dans la zone. Et le constat, il est amer, du point de vue environnemental, du point de vue social, c'est assez difficile de comprendre. Mais je pense qu'on va faire le point avec les autres, mais c'est de premier abord, je vous dis que les litiges, concernant les litiges, ce que nous apprenons, c'est que les orpailleurs congolais sont ici avant qu'on attribue le permis. C'est ça le litige. Et ils veulent chasser maintenant les Congolais. Bon, on va essayer de regarder comment trouver les solutions idoines. Ça, on va regarder avec eux deux. Je les ai invités demain pour faire un point avec eux, pour tout, pas seulement ici. Vous avez vu qu'on était aussi au Canada et aux États-Unis. Ici, on a à Mingobé. Je pense que les invités pour qu'on fasse un point général. Et puis, on va parler spécifiquement avec chaque entreprise. Et c'est pourquoi nous sommes venus voir, vérifier ce qui se passe sur le terrain, pour qu'on donne l'information juste à la hiérarchie. En face des exploitants d'or chinois se dressent des exploitants traditionnels congolais et autres ressortissants étrangers. Ils ont des moyens rudimentaires. Les 10 exploitants se livrent entre eux dans une guerre de tranchées, se proférant à ciel ouvert des menaces verbales, prêtes à s'affronter un jour en bataille rangée sur le terrain. À la ruée vers l'or, des hameaux dénommés Canada, de plus de 2800 habitants et États-Unis, peuplés en majorité des étrangers, aux allures de Sodome et Gomorrhe, véritables refuges de gangs, ont poussé comme des champignons, exerçant toutes sortes de commerces, même les plus sordides, à savoir le trafic des stupéfiants et le marchandage du sexe. Ils sont dominants. Les chefs de hameaux, autoproclamés, et le chef de village de Mégobé décrivent les menaces majeures d'ordre économique, sécuritaire, environnemental, sanitaire et social qui hantent l'exploitation de l'or dans ces chantiers miniers. Le véritable problème qui nous mine beaucoup maintenant ici, ce n'est que les problèmes des Chinois. Ils dépassent la forêt, donc ils ne veulent pas que la population travaille encore et sans rien faire dans le village. Ils ne respectent pas le cahier des charges. On ne sait pas si ça existe d'abord le cahier des charges. Les jeunes du village ne sont pas en plein, la main d'œuvre sont d'ailleurs. Ça que je vais envoyer au gouvernement, c'est dire que c'est bien les sociétés, parce que ces sociétés, s'ils ne sont pas menacées, c'est parce que ce sont eux qui signent les contrats là-bas. C'est-à-dire que comme notre gouvernement a déjà signé le contrat, on doit accepter. Mais néanmoins, quand on utilise les jeunes du village, la priorité, ça devait d'abord être les jeunes du village. Là, ils vont essayer un peu de voir, parce que le village, des villages retirés comme ça, ce n'est que sa richesse qui peut le développer. Voilà comment le village est. Pendant qu'on exploite l'argent dans le village, il n'y a pas d'impact. Aujourd'hui, moi, je me demande, quand des Chinois arrivent avec leur permis, et quand ils arrivent dans leur permis, ils trouvent des gens, ils trouvent la population. Quand ils arrivent, au lieu, au moins, de contacter la population, des orpailleurs, dire que non, vraiment, on va travailler en coopération, non. C'est seulement Gala qui nous envoie. Quand on fait recours à la direction des mines, non, ils ont le permis, c'est pour eux. D'accord. Maintenant, donnez-nous quand même des critères. Comment ça doit se passer entre nous et les Chinois. Si par exemple, on s'accorde avec les Chinois pour dire que non, voilà, bon, on va faire ceci. Quand vous dites que bon, vous allez travailler en amont, maintenant nous, la population, on va travailler en aval. Ça veut dire qu'ils peuvent accepter là. Demain, vous allez voir, ils vont faire un trait pour vous envoyer de l'eau pour que vous quittez. Maintenant, quand vous quittez, vous dites que non, d'accord, restez avec ces rivières, nous on va encore faire d'autres richesses pour aller travailler là-bas pour que vous travaillez, c'est son problème. C'est nous-mêmes des frères congolais. Il y a d'autres qui fuient les démarcheurs des Chinois. Ils arrivent dans les rivières, ils ont des téléphones Android, ils prennent le point de GPS, ils donnent aux Chinois. Les Chinois qui disent à Ouesso, soit à Braville, ils arrivent là, ça c'est dans mon permis. Mais on ne comprend pas. C'est là qu'il y a eu maintenant beaucoup de problèmes. Le gouvernement doit agir maintenant pour désamorcer cette bombe d'exploitation sauvage des ressources minières dans la Sangha.
L'application de la nouvelle loi sur les mines déjà promulguée en est l'une des solutions idoines. À noter que la gestion durable des ressources minières dans le département de la Songa risque d'être une vue de l'esprit si les autorités compétentes nationales n'interviennent pas dans l'urgence pour stopper ce crime environnemental organisé. Le manque cruel d'aires de jeu publiques gérées par l'État à Pointe-Noire, surtout en cette période de vacances, contraint les parents à se tourner vers les initiatives privées, des centres culturels ou des activités payantes pour occuper les enfants pendant les vacances. Une problématique qui suscite plusieurs interrogations. Prince Charlie Chikaya pour ce reportage. Des centaines de familles ponteneugrines en cette période de vacances, par manque d'espace vert, de jardins publics, de parcs d'attractions et de distractions pour enfants de moyens, sont obligés d'accompagner leurs enfants à la côte sauvage afin que ces derniers prennent un bol d'air marin. D'autres, par contre, sont souvent contraints de prendre d'assaut les restaurants, bars et buvettes des quartiers qui se sont transformés en parcs spontanés d'attractions pour enfants. Les bars ou buvettes, lieux par essence réservés ni aux gamins ni aux adolescents, étaient hier des espaces où les couches d'âge se sont heurtées, parents, jeunes, adolescents, gamins. Ces lieux sont devenus par la force des choses des endroits honteux d'amusement pour enfants où la bière est vendue aux mineurs. Cette problématique pose avec acuité le problème du manque d'espace de récréation pour enfants dans nos villes. Quelques rares bonnes volontés ont essayé d'apporter la solution, mais en vain, car la configuration urbanistique de la ville ne répond plus. Les habitations sont mêlées et mélangées avec toutes sortes de lieux d'un fort alcoolisme, faisant fi de parcs d'attractions pour une saine distraction des enfants. En République du Congo, la grande saison sèche a déjà annoncé ses couleurs et transforme les habitudes vestimentaires. Les étals des marchés de Pointe-Noire se remplissent de vêtements chauds, pulls, jaquettes et bien d'autres. Toutefois, beaucoup de commerçants constatent une lenteur au niveau des ventes puisque les clients ne s'y intéressent pas encore à ces articles. On fait le point avec Rudy Gloire, Maswangui et Pejingoma. La saison sèche se caractérise par une baisse notable des températures matinales et nocturnes, provoquant un changement direct dans les habitudes vestimentaires. Avec le réchauffement climatique, tout a basculé, tout comme ce mois de juillet, où l'on constate déjà des flottes occasionnant encore plus de froid. Les populations de Pointe-Noire se rudent sur les vêtements chauds et épais pour mieux se protéger, d'où les commerçants réorganisent leurs points de vente en mettant en avant ces produits saisonniers qui sont toutefois déjà étalés et disponibles sur les marchés. Du côté des populations, le froid de cette année est différemment. La saison sèche là, c'est vraiment une saison un peu difficile pour moi. C'est pour moi, je parle pour moi en tant que chauffeur. Se réveiller le matin très tôt, de se laver avec l'eau froide là, c'est pas facile. Parce que la saison qui vient de passer là, c'était quand même un peu bien. Mais l'année là, en tout cas, je ne vous mens pas. Moi, pour me laver pendant la saison, cette saison, c'est l'eau chaude. S'il n'y a pas l'eau chaude, en tout cas, moi, avec l'eau, on ne s'entend pas. Parce que cette saison-là, vraiment, pour moi, je vis une saison vraiment merdique. Il y a trop de fraîcheur. Ma dit est trop, même il y a temps, il y a sorti ma dit. Moi, je ne sais pas si on appelle ça des bombers. J'ai un truc là, du haut jusqu'en bas, là, quand je mets ça, en tout cas, je me mets au chaud. Toute la nuit, je peux travailler, mais malheureusement, ça m'attaque toujours. Moi, je suis l'ennemi de la fraîcheur. Donc, ça m'affaiblit d'abord côté travail. Et même si je fais avec, mais c'est vraiment compliqué. La saison sèche que Vanda Kaya, vraiment, il est terrible. Il est vraiment terrible. M'a dit que tout. M'a dit que vraiment. Donc, ça me va un bébé. Faut souvent même on a ça un bébé ba chaussette. Vraiment m'a dit qu'il y a cause maladie ming. Déjà moi c'est un thermique à chaque fois. C'est grave. Donc vraiment m'a dit que vous savez si hiver mazoku dans le Congo ou va neige que boire dans le Congo dans Zabavé. Ou si partir nuage mais tobu ka dans comprendre y avait. Mais sinon m'a dit qu'il y a des conséquences qu'elle. Donc il faut obligatoirement s'arranger, éviter m'a dit qu'il là se protéger en fait. Dans les marchés, bien que les pulls sont disponibles, les vendeurs estiment que rien ne marche malgré les prix qui sont abordables. En tout cas, betu que na Texas ne ba pile que na marché que vi. Betu que na sumba ba bi mais que na marché que vi. Ba bi ma ki toke na table mais que na marché que vi. Année une luta be Texas ba pile vrai bien mais année en tout cas ba bim que na marché que vi.
Il profite de l'occasion pour lancer un appel à la population pour qu'elle fréquente les marchés. Na ba mama na ba kentin bana tambula na ba sengle ben kuisumba pile madidi ke lawa be kuisumba pile betuke na texave na zan betuke na satwa beno ben ke na ba quartier ben kuisumba pile ben luata madidi ke lawa bilela madidi bien ke lawa ba kuisumba ba bivi ba ban kuzomaki ba mama kukule ba luata bilela madidi traumatisme ke lawa. Ça peut-être ça même pas cher. Il y a quoi na boutique 4 000, 8 000, mais peut-être ça à 2 000, 1500 c'est mettre mes bacs. Qu'ils puissent venir acheter parce que la saison sèche a commencé. Il y a vraiment la saison qui a commencé, surtout la nuit. Vraiment, il y a la fraîcheur. Vraiment qu'ils viennent acheter mais à un bon prix. On fait ça dans les 1800, 1500, 1000 francs. Donc c'est comme ça quoi. Donc c'est moins cher maintenant, qu'ils puissent venir acheter les habits pour la saison sèche. La santé n'a pas de prix, dit un adage. Donc se protéger durant cette saison sèche devient indispensable à la population de prendre conscience et de se procurer les vêtements adaptés. On reste à Pointe-Noire. On les prend tous les jours, soit pour éviter les embouteillages, soit pour leurs tarifs abordables. Pour les jeunes Pontenegrins, le taxi-moto est une question de survie, un métier pour fuir le chômage. Et pour la population, l'organisation des taxi-motos est un ouf de soulagement, car rapide et moins cher. Les taxi-motos, entre soulagement des populations et survie des conducteurs, un reportage de Monica Rutben et Pejingoma. À Pointe-Noire, à 6 h du matin, la ville est déjà en mouvement. Seulement, les voitures et autres moyens de transport n'avancent plus. Mais eux, ils avancent. Gilets, numéros de moto, baskets aux pieds et casques, ils sont identifiables. Les taxis-motos, rapides et partout. Pour 500 000 francs, ils gagnent des heures pour aller au travail ou vaquer à une quelconque occupation entre bouchons, augmentation des prix de transport et morcellement des itinéraires des bus. Pour beaucoup de Pontenegrins, la moto est devenue la seule option. Bon, moi, le taxi-moto me soulage par rapport au bus, tel que le matin, je suis en retard pour aller au boulot. C'est mieux de prendre le taxi-moto pour éviter les demi-terrains. Si les prix sont abordables, tel que ici, un grand marché jusqu'à Vungu là-bas, 1000 francs. Grand marché ou soit en ville, 1000 francs. Tu vois, non, les prix sont abordables. En plus de participer à la fluidité de la ville, le secteur de taxi-moto contribue de manière importante à l'économie du pays et permet aux conducteurs de subvenir aux besoins de leur famille. Premièrement, d'abord, je remercie le gouvernement de nous avoir donné l'opportunité de cette boulot-là. Parce que beaucoup entre nous, on ne travaillait pas. On était à la maison. Bon, il y a pas aussi un métier à fait, mais par rapport à la rentabilité à membre de Salina, ça ne répondait pas. Et le gouvernement a mis en place le taxi-moto. Et je pense que parmi les chauffeurs de taxi-moto, Minken s'est retrouvé. Parce qu'on est des pères de foyer. On a des maisons à payer. On a des enfants qui sont là, les écoles, de tout. Tu vois, il y a un peu beaucoup de choses. Mais moi, je trouve que non, ça nous avantage. Cependant, ces conducteurs rencontrent de nombreuses difficultés dans l'exercice de leur métier face aux contrôles de routine qui réduisent leurs bénéfices et créent un climat de désolation des conducteurs. On nous a demandé de porter les gilets. On en a. Les baskets, ça est là. Les casques, j'ai mes 2 casques. Je suis complet. Mais lorsque la police vient ici, on nous arrête. Par rapport à quoi? On demande aussi, on nous pousse nous regarder notre problème. Il y a une note qui arrive. Qu'il nous fasse une note, nous allons lire comme nous avons tous lu la note des chaussures et des casques, mais pas celle des heures de travail. Le client peut nous solliciter et nous emmener partout, en ville par exemple. C'est un taxi-moto. Mais lorsque nous rencontrons les agents de la force de l'ordre, ils nous embarquent. Pourtant, nous avons tous nos dossiers complets. Nous sommes fatigués et on ne sait plus à quel sens s'ouvrir. Donc nous, vraiment on est fatigués, on ne sait pas comment on va faire. En somme, il est important que les autorités aient un regard sur ces antivaleurs au même titre que la régularisation de ce secteur, car les taxis-motos ne contribuent pas seulement à l'économie locale et à la lutte contre le chômage des jeunes, ils participent aussi au dynamisme de la ville, ce qui est un soulagement pour les populations. Si bien,
Dans plusieurs quartiers de la ville océane, l'eau se fait rare. Cette rareté d'eau pousse les ménages à se tourner vers les forages privés. Une dépense qui n'était pas prévue et qui pèse lourdement dans les budgets des familles. Monica Ruthben et Francky Premier nous font le point dans ce reportage. Plusieurs ménages des quartiers de la ville océane sont frappés par le syndrome du robinet sec. Entre coupures intempestives et rareté d'eau au robinet, ils vivent une véritable énigme et ce, parfois depuis plusieurs années. Faute d'eau au robinet, les Ponténégrins se tournent vers le plombier, les forages privés. Ici, un bidon d'eau coûte 150 francs, y compris le transporteur. Une dépense quotidienne qui pèse lourd dans le budget des familles déjà menacées qui sont même obligées de réduire leur ration alimentaire. La bête a même 4 ans. 4 ans, 5e année, il y a eu. Parce que les gens quartier, la bête. Mais c'est qu'on a un forage et puis Béninois, il y a Awa. Mais au moins 3-4e jour en kera fita yebet mazna kubaka ki peut qu'on a na forage na isna côté zana mayaka kuna ni kumbet ke bakaka maza kuno il parfois bet que soit 1500 10 bidons 1500 5 bidons bet que na 600 ya kupesa donc d'aller d'arranger vraiment parce que peut que na tala vrai pas si parfois que se privé même na kusumbulo se babana mais il faut maza ya kunwa ya kusukunwa bilele na kupesa bana ya kunwa dans que tala bet que na tala vrai pas si. Manger moins pour se procurer de l'eau en attendant une solution durable, un choix quotidien presque obligatoire. Car cuisiner ou faire la lessive, pour ne citer que cela, sans eau, c'est une mission impossible. Face à cette situation insoutenable, cette dame lance un cri d'alarme aux autorités compétentes. Non, il faut pas y dire que le béton, maza, mais par rapport au monde, à chaque trimestre, on futaka. Mais il faut pas y dire que le béton, il dit que baban tient qu'il a pompe, béton il dit que béton futa ba maza béton béton kuzwa maza béton. Bon ba facture ba vendu pesa nata ba facture sans maza. Bet vendu refoulé que ba bet qu'on a tina bas agence tina katia ba bet maisons non bet len fout maza tant que bet qu'on a recevoir ve maza ta zoa ve maza len fout ve maza. Ça qu'il faut qu'on a sumba kaka ba maza ba faut 3 saina kaka dia ba bana me fonga sumba kaka maza na yao. Parce que maza que ne sert ngame ko sumba ve ya wa façon ko sala kanina bet qu'on a dépensé. La rareté d'eau dans certains quartiers a transformé l'eau en un produit de luxe. Avec les dépenses, certains ménages ne tiennent que grâce à la solidarité des autres qui leur procurent de l'eau par abonnement mensuel, comme nous l'a confié une citoyenne hors caméra. En attendant une solution de la LCDE, organe habilité de distribution d'eau, les populations espèrent juste le retour de l'eau au robinet. Hors de nos frontières, un important déploiement policier dans la capitale tanzanienne Dar es Salaam a reprimé les manifestations gouvernement prévues le 7 juillet. Le ministre tanzanien de l'Intérieur, Patrobas Katambi, a déclaré que le pays était prêt à se défendre contre toute menace à l'ordre public. Un important déploiement policier dans la capitale tanzanienne Dar es Salaam a réprimé les manifestations antigouvernementales prévues le 7 juillet. Cette date marque la fondation il y a 72 ans de ce qui allait devenir le parti au pouvoir, le parti de la Révolution. Y a-t-il vraiment une paix véritable dans notre pays? La paix ne se préserve pas par les armes ni par la force. Si nous en sommes arrivés là, ce n'est bon ni pour les dirigeants ni pour le peuple. Si les citoyens détruisent la paix, alors les dirigeants n'auront plus de place et les gens ordinaires n'en auront pas non plus. Tout le monde doit donc réfléchir. Si les citoyens sont tenus pour responsables, les dirigeants devraient eux aussi se demander s'ils agissent correctement. Ils devraient se demander pourquoi ces événements se produisent. Est-ce à cause du peuple ou à cause des dirigeants? Ces rassemblements visaient à réclamer des réformes démocratiques à la suite des élections contestées d'octobre et d'exiger la libération du leader de l'opposition, Tundu Lissu, emprisonné pour trahison. Tout le monde a considéré cela comme un sujet dont on ne parle que sur les réseaux sociaux. Mais pour nous, personne ne dit qu'il y aura de la violence ou des troubles quelconques. Lundi, le ministre tanzanien de l'Intérieur, Patrobas Katambi, a déclaré que la Tanzanie n'était pas un pays où l'on pouvait dicter les dates des manifestations. Il a ajouté que le pays était prêt à se défendre contre toute menace.
Alors que le conflit meurtrier au Soudan du Sud continue de limiter l'accès aux soins de santé dans le pays, le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré mardi que les évacuations médicales de blessés sud-soudanais ont augmenté de 50% au cours du premier semestre 2026. Images et commentaires. Alors que le conflit meurtrier au Soudan du Sud continue de limiter l'accès aux soins de santé dans le pays, le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré mardi que les évacuations médicales de blessés sud-soudanais ont augmenté de 50% au cours du premier semestre 2026. 266 blessés ont été évacués à travers le Soudan du Sud entre janvier et juin. En juin de cette année, nous avons constaté un nombre de cas presque 2 fois plus élevé qu'en juin de l'année dernière. Le conflit ne s'améliore donc pas et la situation ainsi que les besoins humanitaires ne cessent de s'aggraver. La situation est encore compliquée par le fait que le financement, y compris celui des autres ONG, a également diminué, ce qui entraîne également une forte pression sur les hôpitaux. En effet, le système d'orientation vers des établissements spécialisés est affecté car le nombre d'établissements opérationnels au niveau des États a diminué. Il en résulte donc une forte pression sur les hôpitaux de référence au plus haut niveau. La plus jeune nation du monde subit depuis fin 2025 des mois de recrudescence de la violence, les forces gouvernementales fidèles au président sud-soudanais Salva Kiir affrontant dans plusieurs régions des milices d'opposition alignées sur son rival Riek Machar. Nous sommes à la piste d'atterrissage de Ganiel, où nous sommes venus procéder à l'évacuation médicale de blessés de guerre. Il s'agit en fait d'un incident impliquant un grand nombre de victimes puisque nous avons plus de 10 patients d'affilée. Nous sommes venus effectuer le triage afin que les personnes dans un état critique soient évacuées vers Djouba. Dans les jours à venir, les autres seront également transférés à Djouba. Plusieurs hôpitaux gérés par des organisations humanitaires étrangères ont fermé leurs portes à la suite d'attaques depuis la recrudescence de la violence, qui a également provoqué le déplacement de centaines de milliers de personnes. Et pour finir, la mission de l'ONU en République centrafricaine annonce de nouvelles mesures de sécurité après l'attaque de sa base temporaire d'Afok, près de la frontière soudanaise. L'assaut du 30 juin a fait au moins 3 blessés parmi les casques bleus zambiens, dont un grièvement touché. Les précisions dans ce reportage. La mission des Nations Unies en République centrafricaine a annoncé de nouvelles mesures de sécurité après l'attaque de sa base temporaire d'Afok, près de la frontière soudanaise. L'assaut du 30 juin a fait au moins 3 blessés parmi les casques bleus zambiens, dont un grièvement touché. Les premières heures du mardi 30 juin 2026, donc effectivement une attaque a été faite au niveau de la ville d'Afok. Cette attaque, les troupes des Nations Unies, le contingent zambien, procédait à une patrouille de protection des civils et a été prise entre les feux. La MINUSCA affirme que la situation est désormais sous contrôle, tout en maintenant un niveau élevé de vigilance dans cette zone frontalière. Je pense qu'à ce stade-ci, les choses se sont calmées, mais bien évidemment, il faut rester vigilant. Et comme l'a dit le chef de bureau lors de cette conférence de presse, la MINUSCA met en place un certain nombre de dispositifs pour s'assurer de renforcer la sécurité au niveau de sa base temporaire de Hamdafok. Les incursions des groupes armés sont récurrentes de part et d'autre de cette frontière, dans un contexte marqué par la guerre au Soudan depuis avril 2023. Ce conflit oppose les FSR à l'armée régulière de Khartoum. En ce moment, la population Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Excellente suite, surtout pour la télévision plus, la chaîne du moment.